Bon, si on faisait de la physique. Trou noir, on va voir un bout, mais faut qu'on, enfin bon, il y a trop de choses à faire, évidemment. L'idée, c'est que vous êtes maintenant armés pour tout découvrir par vous-même, toutes les applications de la relativité générale. Ok, donc on a essentiellement terminé la dernière fois avec la dernière notion dont on avait besoin, qui était la notion de symétrie. Donc je vous rappelle quand on parle d'une symétrie de l'espace-temps, en fait, on parle d'une symétrie de la métrique de l'espace-temps, et une symétrie caractérisée par le fait que l'espace-temps, si on applique une transformation, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, essentiellement, si on va voir ailleurs, l'espace-temps a l'air d'être le même, il lui ressemble, mais être le même dans quel sens? Au sens où la métrique est la même. Et donc, on avait introduit, vous vous rappelez, il y avait plusieurs notions très importantes, hein, j'espère que vous avez bien médité et, si possible, assimilé. Il y avait, lorsque vous avez un champ de vecteurs x, donc dans Tm, la notion du... je vais le noter compte x, c'est pas la peine. La notion de flow, vous vous souvenez, cette notion de flow qui consiste à... qui est une application de m dans m. On avait noté phi x lambda, ou peut-être... hein? Ouais, c'était comme ça, ouais. Donc de m dans m. L'idée, c'est que vous prenez un point sur la variété et vous l'emmenez... donc en chaque point de la variété, il y a une unique ligne de champ, c'est-à-dire courbe intégrale qui vaut, donc je vais la noter gamma, de R dans M, qui à lambda donne gamma de lambda, ok, une courbe, qui en 0 vaut le point P que vous avez pris, et qui en chaque point a une vitesse qui est précisément égale à la valeur du champ en ce point-là. C'est un problème très simple, problème de Cauchy, où vous voyez que écrire ça, c'est une équation différentielle du premier ordre. Si vous donnez les conditions initiales, c'est-à-dire que justement vous êtes en lambda égale 0, vous êtes au point P, et que donc vous avez la vitesse qui vaut en chaque point, mais donc en particulier au point initial, la valeur du champ en ce point-là, eh bien vous l'intégrez, donc il n'y a qu'une seule courbe intégrale qui passe par chaque point, et l'idée c'est que le flow vous emmène, si vous prenez pour un lambda quelconque, il vous emmène lambda plus loin en distance de paramètres. Il vous emmène au point gamma de lambda. Ok, donc vous avez ce flow, et donc en chaque point, vous avez des courbes, des lignes de champ, si vous voulez. Ça peut être compliqué, mais voilà, en chaque point, il y a des lignes de champ. Et donc, l'idée, c'est que... oui, enfin, voilà. Et ensuite, on a... Donc ça, c'est la première notion importante. Et la deuxième notion importante, c'était la dérivée de Lie. Qui était définie comme... vous vous rappelez la définition pour la métrique G, c'est le pullback... je ne sais pas si ça vaut le coup que je vais pas refaire la définition parce qu'on a tellement de choses à faire, mais vous vous souvenez comment faire. Donc l'idée c'est que vous ramenez, vous allez plus loin, vous ramenez, vous pouvez comparer du coup les métriques,
Et puis, donc, il faudrait que je mette pullback de G moins G, et puis vous divisez par lambda, par le flot de lambda, etc. Vous faites la limite quand lambda tend vers 0. Bref. On définit cette dérivée de Lie. Où est-ce qu'il est l'effaceur? Voilà. Et donc, l'idée, c'est que vous dites que X est un champ de Killing, donc associé à une symétrie, si la dérivée de G dans la direction, enfin le long du flot de X vaut 0. C'est une autre façon de dire que donc le pullback par le pullback de la métrique le long du flot est égal à la métrique elle-même, en fait. Hein, d'accord? On avait dit X là. Donc ça nous a donné la notion de symétrie. Et j'avais indiqué rapidement à la toute fin que on pouvait avoir au maximum dans un espace de dimension n, on pouvait avoir au maximum n plus 1 sur 2 champs de Killing. Ce qu'on déduisait de la traduction de ceci en équation, l'équation de Killing, qui caractérise, donc simplement en appliquant la dérivée, en tripatouillant un petit peu, je ne sais pas si vous avez tous pu voir l'énoncé et la correction de l'examen de l'an dernier que j'avais mis sur Moodle et aussi accessible sur YouTube, qui démontre ça simplement, parce que j'avais dû aller vite la dernière fois. On a l'équation de Killing qui dit que nabla mu, donc si vous avez un champ K, un champ de vecteur K, nabla mu K nu plus nabla nu K mu égale 0. Ça, c'est l'équation de Killing. C'est la traduction en termes de composantes des dérivées covariantes, en l'occurrence du bras associé au champ de Killing. Enfin, ça marche aussi avec les indices en haut, évidemment, hein, parce que si vous appliquez la métrique ici pour monter les indices, bah, ça sera toujours égal à 0. Hein, donc, simplement la manière habituelle dont on l'écrit. Donc, c'est la traduction de la définition d'un champ de Killing. Ça permet de vérifier facilement, par exemple, qu'un certain champ de vecteurs est de Killing ou pas. Et alors, donc ça vous dit que vous avez une symétrie sous-jacente. Le point très important, parce que c'est de ça dont on se sert ensuite, c'est que si vous avez un champ de Killing comme ça, vous avez une quantité conservée. Hein, donc c'est comme, enfin, vous êtes habitué au théorème de Noether, hein, vous avez une symétrie dans le Lagrangien, ça vous donne une quantité conservée. Donc là, de la même façon, vous avez une quantité conservée. Alors, conservée le long d'une géodésique, eh bien, c'est tout simplement Kmu, Vmu, par exemple, hein, c'est-à-dire G, mu, nu, Knu, Vmu, si vous voulez, Vmu, Knu, et donc, en fait, ce n'est rien d'autre que le produit scalaire du vecteur V avec le champ de Killing. Ça, c'est conservé le long de la géodésique. Ça veut dire quoi que c'est conservé? Ça veut dire que si on en prend la dérivée covariante dans la direction du vecteur vitesse, qui caractérise la géodésique, oui, ce V, c'est le V de la géodésique, d'accord? C'est le vecteur vitesse de la géodésique. Donc vous avez, en fait, nabla dans la direction V de ce truc-là, de Kmu, Vmu, c'est-à-dire V nu nabla d sur dx nu Kmu Vmu, qui vaut 0, tout simplement. Donc vous avez une grandeur conservée. Alors ça, on va s'en servir beaucoup parce que ça permet, exactement comme en physique classique habituelle,
d'avoir accès à une quantité conservée, donc ce qu'on appelle une intégrale première du mouvement. Quand vous avez une situation physique, un problème de mécanique quelconque, newtonien, vous pouvez écrire les équations du mouvement, mdv sur dt, ou dp sur dt égale somme des forces, et puis vous essayez de résoudre ça. Et en général, c'est compliqué, parfois c'est facile, mais ça vous aide beaucoup si vous dites « Ah oui, mais l'énergie se conserve. Ah oui, mais le moment cinétique se conserve, si les conditions sont telles que c'est le cas. » Et à ce moment-là, vous savez tout de suite, vous pouvez écrire que en tout point, l'énergie vaut la même chose, et donc ça permet de court-circuiter la résolution de l'équation du mouvement. Alors, oui. Ça ressemble beaucoup au théorème de Noether, maintenant que je le dis, non? Oui. On a K qui est une symétrie. Oui. Et, si on a une symétrie, mais du coup on a une grandeur conservée. C'est ça, c'est exactement la même idée. Noether, vous avez L avec donc votre Lagrangien et par exemple donc une symétrie qui, si vous passez de x mu, des coordonnées, on va dire x mu à x mu plus une petite variation, on va mettre epsilon xi mu comme ça, voilà, vous faites un petit décalage. Si ça laisse le Lagrangien invariant, le théorème de Noether vous dit que vous avez une quantité conservée qui est, c'est quoi? C'est dl sur dx points xi. Un truc comme ça. Et donc là, si vous faites ça avec comme Lagrangien la longueur de la courbe, puisque c'est ça qui vous donne la géodésique, vous dites que la longueur de la courbe est stationnaire, d'accord? Si vous appliquez ça à la longueur de la courbe, eh bien, ça vous donne exactement cette équation-là. Donc, c'est la même idée. Si vous avez une symétrie sous-jacente, vous avez une quantité conservée. Voilà. Et donc, ça, on va s'en servir, comme je disais, pour court-circuiter l'intégration des équations du mouvement. On va s'en servir dans le cas qu'on va étudier un peu plus, c'est-à-dire de celui de la métrique de Schwarzschild. C'est essentiellement la seule qui ne soit pas triviale qu'on sait analytiquement obtenir, à une ou deux exceptions près, ou deux ou trois peut-être. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Non. Super. Alors, eh bien, chapitre 9. Ah, non, pardon. C'est encore un dernier plan sur les champs de Killing qu'on n'avait pas vu. Oui, donc j'ai commencé à dire qu'il y avait n plus 1 sur 2 champs de Killing au maximum. Donc, en dimension 4, vous avez 4 fois 5 sur 2 égale 10. 10 champs de Killing max, et vous avez effectivement dans l'espace-temps de Minkowski ces 10 champs de Killing, c'est un espace-temps donc lorenzien avec une métrique de signature 1,3 de symétrie maximale. Vous avez comme symétrie 3 translations dans l'espace, une translation dans le temps, invariant par translation dans l'espace, invariant par translation dans le temps. Vous avez 3 rotations spatiales, et puis vous avez 3 rotations mixtes espace-temps, hein, donc c'est les boosts de Lorentz, hein, c'est des rotations hyperboliques à cause du sigmoid, mais donc 3 boosts de Lorentz. Et si on compte bien, ça fait 10. Oui. Pourquoi les quantités conservées associées au boost? Alors je ne me rappelle plus le nom, c'est un truc qu'on utilise assez peu, mais
on peut l'écrire de la même façon. Ouais, ouais. Oui. Boost, c'est le boost de Lorentz. C'est en gros un changement de référentiel galiléen, un changement de référentiel. Alors je peux vous... On va écrire on va écrire les champs de vecteurs en question. C'est ce que je voulais faire là. Oui, c'est ça. Alors, donc, la métrique de Minkowski, vous la connaissez tous. G égale moins dx0, 3dx0, plus dx, 3dx, plus, je me mets en dessous, dy, 3dy, plus dz, croix dz, d'accord? Je vais le mettre à côté, ce sera plus joli, pardon. Oh, by the way, on voit partout écrire des trucs genre, soit la métrique de Minkowski, ds2 égale moins dt2, enfin moins ou moins c2 dt2, ou moins d de ct carré, enfin bon, en général on prend c égale 1, mais plus dx2. On voit écrit des horreurs comme ça, partout, absolument partout. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que ds2, ce que c'est que dx2? Le seul d que je connaisse, moi, c'est le gradient d'une fonction. Alors je veux bien donc ça c'est un truc qui prend x et qui fait x de f. Donc dx on peut l'appliquer à une fonction coordonnée, ok? Donc dx fois un certain vecteur, ça veut dire x appliqué à la fonction x, la fonction coordonnée. Ce truc là au carré, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une fonction au carré, c'est la fonction rond elle-même. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a aucun sens. Ce ds2, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bref, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Donc, n'écrivez pas ça. La métrique, c'est ça. Oui? En relativité restreinte, oui. Que le ds2, c'était l'intervalle. Absolument, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez faire un petit vecteur qui va de x à de xy, enfin de ctxy à ct plus d de ct, x plus d, voilà, x plus dx, etc. Et vous avez ce vecteur-là, et vous vous demandez quelle est la norme de ce vecteur. Vous prenez donc ce vecteur, et enfin, la métrique appliquée à ce vecteur et lui-même, vous avez la norme de ce vecteur. Ok, ça c'est un vecteur d'espace entre un point et un autre. Or, dès le premier coup, on a dit, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas un vecteur qui relie deux points. Ça n'a pas le moindre sens. Quand, par miracle, l'espace-temps a une structure d'espace vectoriel lui-même, c'est un espace affine, alors on peut définir ça, il n'y a aucun problème. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. En relativité générale, on ne peut pas le faire. Alors vous me direz, dans ce cas-là particulier, puisqu'on parle de l'espace de Minkowski, alors d'accord, on pourrait le faire. Ok, à la limite. Mais après, on va écrire la métrique de Schwarzschild, et c'est pareil, la métrique de Schwarzschild, vous voyez les gens qui écrivent, enfin, les gens, les bouquins, évidemment, on sait ce qu'ils... Enfin, je ne suis pas en train de dire que c'est... Enfin, c'est n'importe quoi, dès lors qu'on a... Ces trucs-là ne sont pas définis, on voit bien ce dont on a en tête, mais ça coûte pas cher d'écrire un croix devant, et ça a un sens, ça nous rappelle ce que c'est qu'une métrique. C'est un truc qui prend deux vecteurs, x et y, et qui fait un nombre. Donc si vous prenez ici, vous appliquez ça à deux vecteurs x, y, bah, ça fait dx0 de x fois dx0 de y, enfin avec le signe moins, plus dx de x fois dx de y, bref, un produit tensoriel standard, quoi. Voilà. Donc une métrique, c'est ça. Ça prend deux vecteurs, ça fait un nombre. D'accord? Donc s'il vous plaît, n'écrivez pas des choses pareilles, c'est laid. Enfin, c'est laid parce que c'est pas défini. Ou alors définissez ce que c'est que ds2, ce que c'est que dx carré. Voilà. Ok. Donc on a ça. Alors, il y a une remarque qu'on peut faire, c'est que si une métrique, donc si les coefficients
d'une métrique ne dépendent pas d'une certaine variable, d'une certaine coordonnée, d'une coordonnée, mettons, xi, alors d sur dxi est un champ de Killing. D'accord? Bah, c'est évident par la définition, c'est-à-dire si vous propagez le long du flot du champ de vecteur d sur dx, donc vous remontez les x. Si la métrique ne dépend pas du x, bah, quel que soit le x où vous êtes, évidemment, ça reste la même métrique. Donc le pullback de la métrique le long du flot sur une coordonnée, ça, on appelle ça une coordonnée cyclique, c'est le nom. Le pullback de la métrique le long d'une coordonnée cyclique, évidemment, ne change pas la métrique. Donc, le champ de vecteur associé à une coordonnée qui n'apparaît pas dans la métrique, enfin dans les coefficients de la métrique, ce champ de vecteur est un champ de Killing toujours. Donc là, ça saute aux yeux que la métrique ne dépend ni de x0, ni de x, ni de y, ni de z. Oui, pardon, j'aurais peut-être dû mettre dx1, dx2, enfin bon, vous... Bref. Non, je vais laisser x, y, z, ce sera plus... Du coup, je devrais mettre ct ici. Ok. Donc, vous avez effectivement, comme champ de Killing, vous avez d sur dt, j'oublie le c, d sur dx, d sur dy, d sur dz. Voilà déjà 4 champs de Killing. Monsieur, Oui. est-ce que l'équation de Killing, elle est linéaire, dans le sens où si on fait une combinaison linéaire de deux champs de Killing, c'est encore un champ de Killing? Oui. Oui, parce que vous avez ça plus, plus le... bon, je vais mettre là. On fait comme ça des fois pour dire... non, pas antisymétrique, mais symétrique. Bref, plus, ok. Si vous additionnez deux... Oui. D'accord, la dérivée covariante. Donc oui. Ok, vous avez donc déjà 4 champs de Killing qui sont les translations, quoi, tout simplement. Enfin, qui sont les générateurs des translations, si on veut le dire comme ça. Mais vous avez plus de symétrie que ça. Vous avez les rotations. Alors, par exemple, la rotation, donc ça, on va dire, c'est la translation dans la direction t. Ça, c'est la translation dans la direction x, etc. C'est ce qu'on note, en fait, en... physique quantique, Px, Py, Pz, et puis ça, E, quoi, en fait, hein, le générateur, enfin H, si vous voulez, le hamiltonien, hein, le générateur des translations. La rotation autour de l'axe X, c'est quoi? Eh bien, vous allez voir que le champ de Killing Y, d sur dz, moins z d sur dy, ça c'est un champ de Killing aussi. D'accord? Alors ça, par rapport à votre question, ça c'est pas une combinaison linéaire des deux, hein, parce que là il y a des coefficients qui dépendent. Enfin, vous parliez d'une combinaison linéaire évidemment constante, à coefficient constant. C'est passé infini linéaire. Oui, c'est ça. Absolument. Oui, bien sûr. Voilà, exactement. Ok. Donc, ça, vous reconnaissez ici, en fait, c'est Jx, quoi. D'accord? C'est le moment cinétique. Oui? On connaît tous les champs de Killing ou pas? Oui. Alors, là, je suis en train, en fait, de vous donner les 10 champs de Killing pour la métrique de Minkowski. Hein? Donc, ensuite, vous avez RY et RZ par ces permutations circulaires, quoi. Et donc, les boosts, justement, c'est quoi le boost? C'est la rotation, c'est la même idée, mais entre t et
et une coordonnée spatiale. Hein. Donc vous avez le boost x qui va être, alors simplement, vous allez avoir t sur t d sur dx plus x d sur dt. Il y a simplement le signe plus au lieu du signe moins, parce que le signe moins, si vous voulez, il est là déjà. Hein. Donc, et ça, c'est le générateur des boosts. Et vous avez ky et kz de la même façon, en remplaçant x par y et z. Hein, donc vous avez 3 plus 4, et ça vous fait les 10 champs de Killing. Donc les voilà. Tout ça, on peut trouver bêtement en injectant dans l'équation de Killing. Oui. C'est un bon exercice. Jetez un coup. Enfin, oui, faites-le. Vous faites. Ça, oui. Mais ça tombe tout seul. Alors, puisque vous êtes physicien et que vous avez ce sens physique, vous le savez que. Parce que on connaît les symétries de l'espace-temps de Minkowski. On sait que c'est invariant par translation, que c'est invariant par rotation et que c'est invariant par changement de référentiel. Ça peut être éventuellement comme ça qu'on a obtenu l'équation, la métrique de Minkowski. Alors, en particulier, ce que vous savez aussi, c'est que, enfin, ce que vous savez, mais qu'il est bon de vérifier, je ne vais pas faire le calcul en détail, sinon on n'aura pas le temps d'aller très loin, mais ça prend 2 lignes à chaque fois, c'est que vous avez des relations de commutation de ces champs de Killing. C'est-à-dire, si vous faites Px, Py, donc c'est des champs de vecteurs, hein, ça fait à l'évidence 0. Hein, pourquoi? Parce que vous faites d sur dx de d sur dy moins d sur dy de d sur dx, appliqué à n'importe quelle fonction, vous avez d de f sur dx dy moins d de f sur dy dx, évidemment les dérivés partiels commutent, et donc ça fait 0. Hein, donc vous avez des relations de commutation comme ça. Vous avez aussi, vous connaissez bien les relations de commutation pour le moment cinétique. Vous voyez ici le générateur du moment cinétique. Hein, donc les quantités conservées, c'est pareil, on les connaît. Alors, sauf pour le boost, effectivement, ce n'est pas un truc habituel, mais on peut l'écrire de la même façon. Vous avez donc, voilà, l'énergie, quantité, mouvement. Vous avez ici le moment cinétique. Et les générateurs du moment cinétique, vous savez bien que vous avez un truc comme ça. D'accord? Hein, si vous voulez l'écrire avec des IJ, là, pour 1, 2, 3, ça vous fait epsilon, IJK... JK. Voilà. Donc là, vous avez effectivement, en fait, ce qu'on montre, c'est qu'on a toujours une sous-algèbre de Lie, c'est-à-dire que les champs de Killing forment une sous-algèbre de Lie de l'algèbre de Lie des champs de vecteurs sur n'importe quel, enfin sur une variété différentielle. C'est-à-dire qu'effectivement, les commutateurs des champs de Killing forme encore un champ de Killing. D'accord? Et vous avez... ça vous parle, sous-algèbre de Lie, des choses comme ça? D'accord? Ouais, oui. Certes, oui. Donc on va dire oui. Hein, c'est-à-dire que vous faites le commutateur de deux... Enfin, le commutateur, je ne devrais pas dire commutateur, le crochet de Lie de deux champs de Killing, et vous avez encore un champ de Killing. Et ça se montre parce qu'il y a une propriété que je vous encourage également à vérifier pour vous-même. C'est un bon exercice de révision pour l'examen, par exemple. Vous pouvez vérifier que L, X, Y, crochet de Lie, G, L dérivé de Lie, hein, égale Lx, Ly, G, moins Ly, Lxg. Donc si vous avez x et y qui sont des champs de Killing, x crochet de Lie avec y est aussi un champ de Killing. Donc vous avez une sous-algèbre de ces champs de Killing. Bon, je n'écris pas les autres, je vois que le temps file toujours tellement plus vite que je ne l'espère. Vous avez en tout cas des relations de commutation particulières. Donc ça c'est, vous savez, c'est l'algèbre de Lie SO3, là,
SO de 3, caractérisé par ces relations de commutation particulières. Et donc, c'est l'algèbre des rotations dans l'espace à 3 dimensions, hein, tout simplement. Donc, voilà, vous avez là l'ensemble des symétries de l'espace de Minkowski. Alors, pourquoi j'ai passé un peu de temps à montrer ça? Alors, cette algèbre-là, donc vous pouvez la représenter, par exemple, par ces opérateurs-là, c'est-à-dire ceux-là et les permutations circulaires, et vous pouvez vérifier qu'effectivement, ça donne bien ça. Il y a une autre représentation de la même algèbre avec les opérateurs qui correspondent aux coordonnées sphériques. Alors, je sais que vous êtes en train de dire, ça y est, il est reparti, il fait encore des maths. Non, je suis en train de faire la métrique de Schwarzschild, l'air de rien. Donc, en coordonnées sphériques, si je l'ai noté, je l'ai noté, parce que sinon je vais faire une erreur si j'essaie de m'en souvenir. Excusez-moi, c'est où? Ah, ben voilà. Donc J1, J2, J3, donc vous pouvez, comme je disais, le représenter comme ça, ce qui correspond à des coordonnées cartésiennes. En coordonnées sphériques, vous avez J1, vous avez peut-être déjà vu ça, hein, sans doute en physique quantique. Vous pouvez écrire moins sin phi d sur dθ, moins cotangente de θ cos phi, cotangente, c'est-à-dire cos sur sin, hein, on va pas... d sur d phi, J2 égale donc cos phi d sur dθ moins cos θ sur sin θ sin phi d sur d phi, et J3, c'est la troisième, hein, c'est pas des composantes d'un truc, hein, c'est en soi, ce sont des champs, hein, de vecteurs définis partout sur la carte sphérique, en coordonnées θ phi, hein. Et J3, c'est simplement d sur d phi, bien sûr. Donc ça, c'est le... Alors, le 3, donc c'est le générateur des rotations autour de l'axe Z, c'est celui autour duquel la coordonnée phi, enfin, qui correspond à la coordonnée phi, là, pour la rotation autour de cet axe-là. Pour les autres, c'est donc moins évident, mais si vous utilisez... Enfin, ça, c'est la représentation de l'algèbre des rotations, de l'algèbre de Lie des rotations, enfin celle-ci, là, du moment cinétique, en coordonnées sphériques. Okay. Donc vous avez ici 3 champs de Killing. Et alors, pourquoi je faisais tout ça? Parce que justement, maintenant, on va s'intéresser à des espaces-temps à symétrie sphérique. Et donc, ça veut dire quoi que l'espace-temps est à symétrie sphérique? Ça veut dire qu'il y a, parmi les symétries, l'algèbre SO de 3, que vous pourrez représenter d'une façon ou d'une autre, suivant les coordonnées que vous voulez choisir, mais de façon abstraite, ça veut dire qu'il y a cette algèbre-là, qui est une symétrie de l'espace-temps. D'accord? Ok, alors, chapitre 9. Exemple et application. Oui. Espace-temps à symétrie sphérique. Oui, espace, non, mais pareil, espace à symétrie sphérique de façon générale. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut visualiser très facilement une symétrie sphérique dans l'espace, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on rajoute le temps Ah non, mais non, c'est-à-dire espace-temps avec un espace, enfin, avec un espace qui a une symétrie sphérique. Mais qu'est-ce qu'on appelle espace? Effectivement, ça dépend du découpage. Donc justement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a SO3
comme groupe de symétrie. Ah, ok, peu importe les coordonnées, il y a toujours SO3. Après, on ne sait pas c'est quoi, si c'est l'espace ou si c'est le temps, mais en tout cas, il y a Ouais. SO3. Si vous avez SO3, il y a une symétrie sphérique dedans, c'est l'algèbre de Lie, c'est SO3. Voilà. Et c'est ça que ça veut dire, symétrie sphérique. Et effectivement, vous pouvez du coup, vous pouvez éventuellement trouver, oui, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous puissiez définir cette symétrie indépendamment d'un système de coordonnées où vous voyez qu'il y a un θ, un φ, un machin. C'est la symétrie de la métrique. Il doit y avoir des champs de Killing qui réalisent cette algèbre de Lie. C'est ça que ça veut dire en fait. Vous aviez une question, pardon, vous l'avez plus. Non, en fait, SO3 c'est une symétrie locale ou globale? Alors là, si l'espace-temps a cette symétrie, c'est global. C'est le champ de Killing défini partout. Un champ de Killing, c'est pas juste un vecteur en un point. C'est le champ sur l'ensemble de la variété. D'accord. Alors après, vous pouviez avoir des symétries locales qui éventuellement se... C'est toujours un peu compliqué parce que vous pouvez avoir des topologies non triviales. Par exemple, un espace-temps de dimension 4 à symétrie maximale, vous en avez 3. Non, je ne rentre pas là-dedans tout de suite, sinon on va partir loin. Mais j'en dirai un mot après. Chapitre 9, exemple et application. Alors, donc je viens tout de suite après sur la symétrie sphérique. On va commencer tout de même par la limite newtonienne. Donc je ne vais pas mener tous les calculs à chaque fois maintenant parce que je préfère qu'on fasse un peu plus de choses. Mais arrêtez-moi néanmoins quand vous voulez. Je vous rappelle la situation générale. On a donc une variété avec donc sa topologie, son atlas c'est infini parce que c'est une variété différentielle. On a une métrique et une dérivée covariante. Qui n'est pas n'importe laquelle, qui est donc la connexion de Levi-Civita associée à la métrique en question. Et donc la métrique, elle s'écrit G mu nu dx mu croix dx nu, par définition, d'accord. Et ce qu'on a vu, c'est que, alors, par ailleurs, cette métrique, elle est lorentzienne, donc de signature 1,3, dans notre convention, avec le signe moins sur le temps, bon, enfin dans tous les cas, c'est une signature 1,3. Et la théorie d'Einstein nous dit comment trouver G. Parce que G, c'est pour être n'importe quoi. Ben, c'est pas n'importe quoi. G vérifie les équations d'Einstein, à savoir G mu nu égale kappa fois T mu nu, où kappa est une constante que j'ai donnée, que c'est 8 pi G sur C4, d'accord? Mais en réalité, ce kappa décrit, donc là, le tenseur énergie-impulsion, ici le tenseur d'Einstein, c'est-à-dire R mu nu, donc plus 1,5 de G mu nu R.
éventuellement plus lambda G mu nu si on a une constante cosmologique. Je ne vais pas me mettre dans le cadre... je prends une constante cosmologique nulle, mais voilà. Donc vous avez ici quelque chose qui est formé uniquement avec la métrique, et ses dérivés, d'accord? Partie géométrique, et vous avez ici donc le tenseur énergie-impulsion, la matière. Le lien entre les deux, c'est donc fourni par les équations d'Einstein, et ce kappa ici donne en quelque sorte l'intensité du couplage entre la matière, l'énergie, quoi, et les flux d'énergie, on a vu hein, dans toutes les directions, et la courbure de la métrique. Enfin, de la dérivée covariante associée à la métrique. Ce kappa-là, a priori, il pourrait être n'importe quoi. J'ai dit que c'était 8 pi g sur C4. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit, bah oui, c'est ça c'est ce couplage-là qui redonne Newton dans un cas où la gravité est faible et on peut considérer que l'espace-temps est peu courbé. C'est ça que je voudrais montrer maintenant explicitement. Donc je vais laisser K libre et on va voir qu'effectivement, si on prend la limite newtonienne, il faut mettre kappa égale 8 pi g sur C4 pour que ça donne la loi de Newton avec le G, la constante universelle de Newton. Dans la structure de la théorie, vous comprenez bien que ce G, quoi, cette constante de gravitation universelle pourrait être n'importe quoi. Ça ne changerait rien à la théorie si G était 5 fois plus grand, 10 milliards de fois plus petit, ou ce qu'on veut, quoi. D'accord ? Oui ? Oui, c'est ça. En regardant, voilà, en regardant la limite newtonienne, on peut fixer en fait ce lien entre l'énergie ou la masse et l'énergie, enfin le tenseur énergie-impulsion et la courbure. Le premier calcul, ça a été du partiel du parti des mouvements des corps célestes. Non, justement, je vais vous montrer comment il n'y a pas besoin de Schwarzschild. Là, juste en prenant la limite en champ faible, en fait, en champ faible non relativiste, c'est-à-dire qu'avec des vitesses petites devant C et un champ faible, vous allez voir, on tombe sur ce qu'il faut. Et je vous avais d'ailleurs déjà montré qu'on peut écrire les équations de Newton dans un champ gravitationnel en termes de courbure de l'espace-temps, en disant que les trajectoires gravitationnelles de Newton sont des géodésiques d'un espace-temps courbé. Vous vous rappelez, on avait montré ça. Donc on va refaire ça exactement, en fait. Enfin, mais en mettant, en retrouvant cette fois dans les équations d'Einstein le potentiel gravitationnel de Newton. Donc, alors comment on fait ça? Eh bien c'est simple, ça tombe bien. Ok, alors vous connaissez tous l'équation géodésique. Donc la limite newtonienne, pardon, c'est V petit devant C et c'est champ faible. Champ faible et champ statique, il n'y a pas de propagation, pas de monde gravitationnel. Donc après on considérera par exemple une distribution de matière toute bête avec une densité ρ, une densité de masse ρ. On sait que l'équation de Poisson, delta phi égale 4 pi g ρ, c'est ça qui décrit la gravité newtonienne. Donc il faut que en champ faible, à vitesse petite, enfin bref, dans la limite non relativiste, avec un espace-temps très peu courbé, la limite newtonienne, il faut qu'on retrouve quelque chose comme ça. Okay. Alors, écrivons les équations de géodésie, puisque l'idée maintenant, c'est qu'une trajectoire influencée par la force de gravitation newtonienne, ça doit être en fait simplement l'équation géodésique dans l'espace-temps courbe, solution des équations d'Einstein, dans la limite des champs faibles.
Alors, l'équation géodésique, vous la connaissez tous, j'espère. La voilà donc. Égale 0. Et donc, dire qu'on est dans la limite non relativiste, c'est dire que toutes les vitesses, donc ça c'est les quatre composantes, enfin, I, J, K vont de 0 à 3, si vous voulez. Toutes les composantes sont petites, sauf la composante x.0. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, tout simplement, enfin, donc, oui, si V est petit devant C, ça c'est le V spatial, d'accord? Donc c'est x point, y point, donc c'est x1 point, x2 point, x3 point. Tout ça est petit devant C, et en gros, il n'y a que x.0 qui vaut C, quoi. Le temps propre et le temps, c'est pareil. Imaginez que vous êtes tout simplement en repos. Alors, si vous êtes au repos, vous n'avez pas une trajectoire gravitationnelle, mais voilà, en champ faible, vous avez essentiellement seulement le x.0 qui n'est pas nul, les autres sont nuls. Donc, vous avez ici x2.0 plus gamma i 0, 0 égale 0. Quoi. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait fait, en fait. On avait reconnu dans l'équation de Newton, gravitationnelle standard, une équation géodésique en mettant x.0 égale 1. D'accord ? Alors, donc ça, c'est très bien. Il faudrait que je mette c carré quand même, oui. J'ai dit que x point, c'était c, voilà. Donc, c carré, ok. Et alors, que vaut gamma i 0, 0 ? Eh bien, ça, c'est donné par la connexion de Levi-Civita associée à la métrique. Donc, ça fait, je vous la rappelle ici, D0, G0 plus D0, pardon, J0 plus D0. Oui? C'est pas du coup censé être x2 point i. Si, pardon, merci. Oui, oui, bien sûr. Merci. Monsieur, oui? Vous avez noté avec un indice J, mais on est d'accord, l'indice J va de 0 à 3? Oui. Pas ici, mais je veux dire... Hein? Ah oui, non, ici. Oui. Non, oui, ici, vous dites que IJK vont de 0 à 3. Parce qu'en théorie des champs, on dit que IJK vont de 1 à 3. Oui, vous faites des lettres grecques pour voilà, de 0 à 4. Oui, alors en général, moi, je ne m'encombre pas de ces choses-là, mais... mais oui. Ouais. Ok. Donc oui, là, là c'est pour I égale 1, 2, 3, si vous voulez. D'accord. C'est aussi 0, là, non? Hein? I égale aussi 0. Oui, mais vous allez avoir... Enfin... là, je me restreins à cela. Parce que le temps n'est pas affecté, grosso modo, c'est ça qu'on dit. Mais ici, du coup, le J va de 0 à 3. Alors, le J, là... On doit faire la somme sur tous les indices dans la formule. Oui. Oui, oui, là, vous faites la somme complète. Ah, J, c'est de 0 à... Oui, c'est de 0 à 3. Oui, ok. Oui. I, c'est de 1 à 3. Oui. Mais, alors maintenant, le point clé, c'est que ça, c'est 0. Oui, enfin, oui, pardon. Oui, bon. Oui, ok. Donc, je considère les... Ce qu'on va écrire après, c'est que x de point i, c'est-à-dire l'accélération, égale moins d de phi sur dxi. D'accord, hein, la force de Newton, moins grade du potentiel. Ok, oui. Question. Pour l'examen, est-ce qu'il faut connaître les connexions Levi-Civita par cœur? Non. C'est... Savoir les utiliser. Oui, c'est mieux si vous connaissez, mais je ne vais pas vous planter parce que vous ne savez pas ça, même moi-même. Enfin, là, je le sais parce qu'on l'a fait voilà, tout le semestre, mais vous me réinterrogez dans 6 mois, je ne m'en sers pas tous les jours, je ne le sais plus, donc ce n'est pas une clé. Non. Ok.
Donc, voilà, ça... Donc c'est 0, voilà, parce que donc, ça c'est des dérivés par rapport au temps, donc la métrique est statique, donc tout ça, ça fait 0, donc il reste ça, donc ça fait... Alors, et maintenant le point clé, c'est qu'on dit que... enfin, donc ça fait 1 demi de G, I, J, D rond J, G0, 0, et ce qu'on dit, c'est que... Oui. Il n'y a pas un moins Si, comme ça. Si, il y a un moins, merci. Et ce qu'on va dire, c'est que G mu nu, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est en champ faible? Ça veut dire que G mu nu égale état mu nu plus DH mu nu, où H mu nu est petit. Petit devant 1. Alors, quand je dis ça, en fait, ce que je veux dire, c'est il existe un système de coordonnées tel que on est ça. C'est-à-dire que la métrique, c'est quasiment la métrique de Lorentz. Donc, il existe des coordonnées dans lesquelles enfin, si c'était la métrique de Lorentz, ce serait état mu nu, et je la perturbe un peu, d'accord, en champ faible, j'ai la vraie métrique, dans les coordonnées qui, à l'ordre 0, donnent la métrique de Minkowski, eh ben, elle donne ça, plus une petite correction. OK. Très bien. Alors, pour obtenir ça, vous pouvez montrer assez rapidement que vous avez, du coup, G mu nu, la métrique inverse dont on a besoin ici. En fait, vous pouvez voir, vous pouvez vous convaincre sans doute assez facilement, pardon, que ça donne ça. D'accord, c'est 1 sur 1 plus x égale 1 moins x, hein, grosso modo. Enfin, si vous faites le produit des deux, vous allez voir que ça fait bien 1 à l'ordre, enfin, le produit des deux matrices. Bon, faites-moi confiance, ça donne ça. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Voilà, et du coup, on obtient... Alors, et l'idée aussi, c'est que on va monter... oui, c'est ça, oui. Donc, finalement, on a gamma I00 qui vaut moins 1,5 de état IJ D rond J H IJ. Pardon, pas HJ, H00. C'est ce qu'on a donc écrit là. Hein. Simplement, la dérivée de G00, c'est la dérivée de état 00 qui est constante. Donc ça fait 0 plus la dérivée de H00. Et donc j'ai déjà un terme, donc j'ai la dérivée de H00. Et pour monter l'indice, du coup, il suffit que je monte avec ça, parce que si le terme en plus introduit un truc du deuxième ordre, puisque je monte un truc qui est déjà à l'ordre H. Donc voilà ce que j'obtiens pour gamma I 0, 0. Qui sont les seuls non nuls. Et donc finalement, l'équation géodésique s'écrit x de point I. Le but, c'était juste de calculer ça. Hein. Donc, moins 1,5, ou je vais le passer de l'autre côté, égale. Donc, 1,5 état IJ, C2, pas que je l'oublie, et donc DJ H00. DJ, c'est D sur DXJ. Hein. Vous connaissez cette notation, je pense. OK. Voilà. Et maintenant, effectivement, donc là, c'est bien une somme sur les 4, hein, mais effectivement, la dérivée par rapport au premier, D sur dx0, c'est 0, puisqu'on a une métrique statique. Donc, en fait, on peut s'en tenir à j égale 1, 2, 3, quoi. Mais c'est pareil, enfin, 4 ou 3, c'est pareil, c'est juste qu'il y en a un qui est nul, donc ça revient au même. OK.
Et par ailleurs, on a ça. Donc ça, c'est l'équation géodésique. Ça, c'est l'équation de Newton, où phi est le potentiel gravitationnel. Bon, ben, manifestement, H00 égale égale moins 2 phi. C2. Sur C2. Pardon. OK? Voilà. Bon, bah c'est tout. Et par conséquent, alors enfin c'est tout pour cette première partie. On a donc finalement G00 qui vaut 1, c'est-à-dire état 00, moins 2 phi. Oui, alors en fait, le état... Les sur C2, c'est quand on a dt croix dt, et quand on a cdt croix cdt, du coup, les C2 s'en vont. Donc ça fait ça, avec x0 égale ct. D'accord. Ok, bah c'est très bien. Monsieur, Oui. donc on arrive à trouver la métrique sans... On n'a même pas besoin de l'équation d'Einstein. Peu importe l'équation d'Einstein, Oui. G00 c'est 1 moins 2 phi dans la limite newtonienne. Oui. Oui, vous vous rappelez que... Sur la théorie de Newton, Je vais laisser les C2... je vais laisser les C2, on verra après comment on règle le truc. La raison pour laquelle ça marche, c'est parce que je vous avais montré, quelque part au milieu du cours, que effectivement les trajectoires gravitationnelles s'écrivent comme des équations géodésiques à condition de mettre telle connexion. Et donc là, je retrouve que la connexion en question qu'il faut mettre, c'est celle-là. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est « OK, mais cette connexion, c'est la connexion qui sort des équations d'Einstein dans le cas où on a donc ce G00 doit correspondre à la solution des équations d'Einstein. La solution des équations d'Einstein. Ok. Je peux effacer là, c'est bon, on a. Oui. Oui. Ce G00 doit correspondre à la solution des équations d'Einstein. Donc, R mu plus égale T mu nu avec alors avec T mu nu. Que vaut T mu nu dans la limite newtonienne, c'est-à-dire en gros vous avez l'énergie qui est complètement dominée par l'énergie de masse. D'accord? Vous n'avez pas de mouvement relativiste, en fait, vous avez T mu nu, en gros c'est ρ C2 quoi, et puis des zéros partout. D'accord? Il y a les MC2, ça domine tout, bien sûr. Peut-être qu'il y a un peu de mouvement, c'est vrai qu'il y a un peu de mouvement, peut-être, éventuellement. Et donc, vous avez du 1,5 de MV2 quelque part, mais qui est complètement négligeable par rapport à MC2. Bref, ce qui courbe l'espace-temps, c'est la masse. D'accord? C'est l'idée première d'Einstein. Hein.
Après, si on veut faire ça de façon cohérente avec la relativité restreinte, c'est-à-dire dans un espace-temps, ben, on voit qu'il y a tous les termes suivant la quantité de mouvement, les flux de quantité de mouvement dans telle direction, le flux d'énergie dans telle direction. Bref, on reconstruit tout le tenseur énergie-impulsion. Mais dans la limite newtonienne, c'est la masse et puis c'est tout. C'est la masse qui domine complètement parce que égal mc2 domine largement toutes les autres formes d'énergie présentes. Donc, dans la limite newtonienne, on doit résoudre l'équation d'Einstein dans ce cas-là, dans ce cadre-là, et du coup je vais court-circuiter, mais quand on a G00, en fait c'est plutôt des menus ici, là, si on est comme ça, enfin bon, peu importe, G00, c'est-à-dire donc égal kappa T00, c'est ça qu'on dit, hein. Et je laisse le kappa libre, d'accord? Donc ça, c'est les équations d'Einstein pour les composantes mu nu égale 0, 0. Et quand on fait ça, du coup, ça prend une page, mais je ne vais pas vous le faire parce que le temps file. On trouve que R00 égale moins 1,5 de delta G00. Oui. Dans l'équation que vous avez écrite au-dessus de T mu, on ne peut pas rajouter le kappa à droite. Si, merci. Kappa est ici. Voilà. Donc, moins 1,5 de delta G00, hein, simplement, vous savez, hein, dans le tenseur, enfin, le tenseur de courbure, il y a les dérivés de la métrique. Si vous le faites avec toutes les approximations de champ faible, simplement, donc vous regardez la première ligne, en 0, 0, vous allez voir que ça donne ça. Et une fois que vous avez ça, oui, et par ailleurs, donc vous avez, ça fait moins 1,5 delta de H00, parce qu'à nouveau, G00, c'est état 00 plus H00, mais état 00, c'est une constante, d'accord? C'est le 1 ici qu'on a vu. C'est le... Dans le G00 égale 1 moins 2 sur 7. Oui, on avait écrit G mu nu égale état mu nu plus H mu nu. Ça devrait être moins 1, du coup, G00, ça ne peut pas être plus 1. Hein? Dans la composante qu'on a écrit 1 moins 2 phi sur C2. Si on prend le champ gravitationnel nul, G00, ça doit être moins 1, pas plus 1. Exact. 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 Désolé, décidément. Ok, donc ça donne ça. Et quoi? Oui, et maintenant, si on remplace le H00 justement par ça, on obtient R00 égale 1 sur C2 delta phi. Je vous montre juste rapidement. Hein, voilà. Monsieur, oui, ça ne va pas encore. je reviens encore sur le G00, du coup c'est 1 plus 2 phi sur C2. Non. Parce qu'il faut que H00, on avait dit que c'était moins 2 phi sur C2. Oui. Donc c'est moins 1 plus 2 phi sur C2. Mais alors peut-être vous aviez pris une autre convention, la convention où le temps était positif. Ah non, non, oui. Non, j'ai bien pris. En fait, je court-circuite les étapes et c'est toujours pareil, en voulant gagner du temps, on en perd. Comment j'écris ça?
dire, c'est pas grave. Donc, Ouais. avec ce résultat. Et puis, Oui, j'ai H00 qui vaut moins 2 phi sur C2. Oui, et j'ai... Ah oui, exact. Non, non, mais c'est bien ça. C'est bien ça. ok. C'est ce que j'ai écrit, j'ai mal recopié. C'est bien ça, oui, vous avez raison, bien sûr. Ok, donc ça donne ça, et finalement, R00 vaut ça. Et ça donne, si on le remet là-dedans, c'est-à-dire on calcule R comme la trace du truc, et donc si on met ça dans les équations d'Einstein, ça fait delta phi égale 1/2 de kappa rho C4. Donc il y a le rho C2 qui est T00, et puis il y a un C2 qui vient d'ici. Donc il y a un C2R00, et donc ça donne ça. Donc vous voyez, d'un côté, dire que les géodésiques, qui sont donc les xi de points plus gamma machin, dire que les géodésiques sont les équations de Newton gravitationnelles standard, avec moins grade de phi, ça nous dit que la métrique doit être celle-ci, et d'autre part, dire que cette métrique est solution des équations d'Einstein, c'est dire que on doit avoir ça. Vous comprenez le raisonnement? Donc 1, géodésique égale équation de Newton implique G00 égale moins 1 plus 2 phi sur C2. Et deuxièmement, G00 égale moins 1 plus 2 phi sur C2, solution des équations d'Einstein, implique delta phi égale 1,5 de kappa rho C4. Or, le potentiel newtonien, il vérifie ça. Donc il faut que ça soit égal à ça. Donc or delta phi égale 4 pi G-rho. Donc kappa égale 8 pi G-rho sur C4. Voilà, donc maintenant, le raisonnement, il tient entièrement là. Monsieur, c'est sans l'euro, non? Hein? Vous avez dit kappa, il y a l'euro. Sans l'euro, bien sûr. Merci. Vous aviez une question? Ouais. Dans l'équation, c'est ça, on a l'expression de R au 0,0, mais on ne va pas aussi avoir le R dans l'équation. Oui, j'ai court-circuité des lignes, mais R, c'est juste la trace du R menu, d'accord? R, c'est R00 plus R11 plus R22 plus R33. Oui, ça va seulement 2. R00, c'est grand R sur 2, en fait. On trouve ça. Je vous assure. Et aussi, donc vous dites que G00 c'est égal à moins 1 plus 2 phi sur C carré, mais pourtant on a dit que H00 c'est moins 2 phi sur C carré, que H nu c'est égal à état nu plus H nu
Non, non. Vous l'avez fait remarquer, normalement, de la Ah non, en effet, non. Ouais, ouais. Si vous voulez, vous avez R00. Non, pardon. En fait, c'est ça. Ouais. Enfin bref. Je ne veux pas passer plus de temps, mais je vous assure, ça marche. Ok, donc, reprenons le raisonnement, parce que, pardon, j'étais un peu confus. Enfin, disons, en voulant aller vite, les calculs, enfin, voilà, il ne faut pas court-circuiter. Donc, le raisonnement est très clair. On se place dans la limite newtonienne, avec des champs faibles, statiques, et toutes les vitesses petites devant C, et on dit, les géodésiques, puisque la théorie d'Einstein, c'est, il n'y a pas de force de gravitation, les corps vont tout droit, c'est-à-dire suivent des géodésiques. Newton lui dit, non, non, il y a une force de gravitation, et voilà l'équation de la trajectoire. Donc, l'équation de la trajectoire donnée par Newton, elle marche quand même très très bien, et donc, la moindre des choses, c'est que l'équation d'Einstein, c'est-à-dire la théorie d'Einstein de la gravitation, soit d'accord avec Newton dans la limite où c'est correct, c'est-à-dire c'est peu courbé et les vitesses sont petites, enfin dans la limite non relativiste. Donc, pour ça, il faut que les géodésiques fournis par la théorie d'Einstein correspondent exactement à ce que donnent les équations du mouvement. Et ça, on a vu que ça impliquait simplement que G00 égale moins 1 plus 2φ sur C2. On l'avait déjà vu au cours de l'année à un moment. Ensuite, on dit très bien, donc il faut que la métrique soit ça, mais la puissance de la théorie d'Einstein, c'est que l'équation d'Einstein, elle donne la métrique. Donc cette métrique, il faut qu'elle soit solution des équations d'Einstein dans la limite newtonienne dans laquelle on est. Et ça, il suffit d'écrire l'équation d'Einstein, on applique, on la résout dans le cas où effectivement toute la source de la courbure, toute l'énergie, c'est l'énergie de masse des particules qui sont là au repos quelque part. Enfin, je peux le mettre dans un référentiel. De toute façon, oui, c'est au repos dès lors que V est petit devant C. Tout est dominé par MC2. Donc, je résous les équations d'Einstein dans ce cas très simple de la limite et j'obtiens que, effectivement, si on écrit G0 comme ça, G00 comme ça, et c'est ça qu'on doit avoir pour que les géodésiques correspondent aux trajectoires de Newton, si G00 s'écrit comme ça, alors on a ça. C'est ça que dit l'équation d'Einstein. Bien, il suffit d'identifier ce que dit l'équation d'Einstein et ce que dit Newton. Elles doivent coïncider dans cette limite-là, et ça fixe le kappa. Voilà. Et ça fixe à la valeur que j'avais dite avant, mais cette fois, c'est pleinement justifié. Ok, quelle heure est-il ? 10h15. Ok. Alors, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Très bien. D'autant que j'ai perdu une feuille. J'ai perdu une feuille en plus. Ok, alors, allons-y pour le champ. Donc ça, c'était premièrement limite newtonienne. Deuxièmement, espace-temps à symétrie sphérique. Alors, on n'aurait pas su ce que ça voulait dire si on n'avait pas développé un petit peu le formalisme des symétries, mais maintenant on sait ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire qu'il y a donc un J1, J2, J3 champ de Killing avec
JI, JJ, crochet de lit, égale epsilon IJK, JK. Vous connaissez tous epsilon JK, hein, tenseur pleinement antisymétrique, etc. Très bien. Alors, là, je vais court-circuiter, mais en essayant de ne pas perdre du temps. On peut montrer que dans ce cas-là, okay, il y a une implémentation de cette algèbre qu'on a vue avant. On peut montrer que dans ce cas-là, on peut écrire la métrique G comme étant une certaine fonction, donc G, alors, sous forme diagonale, GTT de TR dt croix dt, plus, bon je l'ai noté, ouais, GRR évidemment, GRR de T et de R, dr croix dr, plus, alors c'est ça qui fait apparaître clairement la symétrie sphérique, plus R2 dr croix dr, plus R2 sin carré θ, dθ croix dθ. Bon, je vais effacer. OK? Oui? C'est pas R carré dθ dθ et après R carré dθ dθ. Ah, si, oh là là. Oh là là. Défi, bien sûr. Merci. Voilà. OK? Donc, vous avez tous reconnu ici la métrique de la sphère ronde à deux dimensions, hein, dont enfin, la sphère... Oui, la surface de la sphère ronde à deux dimensions, S2, dans les coordonnées sphériques habituelles. D'accord. Donc, effectivement, on peut montrer que c'est à l'évidence une façon d'implémenter cette symétrie sphérique. On la connaît bien, c'est la sphère à deux dimensions, il n'y a aucune difficulté là-dedans. Et simplement, on laisse ici, enfin, il y a ici deux fonctions qui sont ce qu'elles sont, et elles ne dépendent ni de θ ni de phi. D sur dθ, D sur d phi, vous voyez ici, est à l'évidence un champ de Killing, puisque rien ne dépend de phi. Donc c'est une coordonnée cyclique, comme on l'a appelé tout à l'heure. Hein, d'accord. Θ, ça ne saute pas aux yeux. Mais c'est pas, D sur dθ n'est pas un champ de Killing, hein, d'accord. Mais les trois que j'avais écrites là, les trois J1, J2, J3 exprimés en coordonnées sphériques vont vérifier ça, puisque c'est le cas. Enfin là, ici il n'y a ni de θ ni de phi, donc ça ne change rien aux propriétés. Donc à l'évidence, ceci contient cette symétrie. On peut montrer qu'en fait c'est la forme la plus générale. C'est-à-dire il est toujours possible de trouver des coordonnées θ et phi telles que ça s'écrive comme ça. Et maintenant la question du coup c'est ok, mais est-ce qu'on a des contraintes là-dessus, ou est-ce que ça peut être n'importe quelle fonction ici, n'importe quelle fonction là? Alors la réponse est non, ça ne peut pas être n'importe quoi. Et en fait, alors là j'avais prévu de vous démontrer un peu la chose. Alors, enfin, donc, ok, voilà. Maintenant, si on se met dans le vide, on a, dans le vide, on a les équations d'Einstein. Avec T mu égale 0. Et ça implique que R mu nu égale 0. On
l'avait dit ça, on l'avait montré. Alors, parce que ici, là, donc là, il y a R menu. Mais en fait, si vous prenez la trace de ça, vous allez avoir un... C'est-à-dire, d'accord, vous prenez la trace de ce truc-là, vous allez avoir ici un R qui apparaît, et ici, vous allez avoir 4 fois R. Donc, vous allez avoir un certain nombre de fois R égale 0, donc R vaut 0. Donc, si R vaut 0, une fois que vous avez pris la trace, vous voyez que R vaut 0, et une fois que vous voyez que R vaut 0, ben, vous voyez que R menu aussi vaut 0. Donc, dans le vide, la courbure de Ricci est nulle. Et du coup, ben vous prenez ça et vous calculez la courbure de Ricci. C'est pas compliqué, d'accord? Il va y avoir des dérivés de ces fonctions-là. Ça va être un peu compliqué. Alors, on peut les écrire. Je vais vous en écrire une. Non, je vous les écris même pas. Ah, je vais être frustré de toute façon aujourd'hui, mais je le savais. En fait, donc assez facilement, mais je ne vais pas le faire, on montre... Alors, c'est laborieux hein, quand même de calculer le tenseur de Ricci. Je vais vous donner le... Pour que vous voyez un peu, je vais vous donner ce que donne RTT. RTT, tiens, c'est rigolo ça. En fonction des fonctions... Oui, non, je suis d'accord, c'était pas si drôle que ça en fait. Un demi de... Alors, D2T de ln de GRR plus d rond T de ln de GRR, tout ça au carré, moins d rond T de log de GTT d rond T. C'est pas la peine de l'écrire, hein, ça vous apportera pas grand chose, mais je vous le montre pour que vous voyez un peu l'idée de la chose. Fois de la même chose en changeant R en T plus 1,5 de dr log de GTT. Voilà, donc c'est un peu l'enfer, vous comprenez bien qu'on ne va pas passer tout le temps à montrer ça, mais c'est pas compliqué, vous appliquez la définition du tenseur de Riemann, puis vous prenez sa trace pour avoir sa contraction pour avoir un tenseur de Ricci, on obtient ça, oui? Ah non, c'est espace-temps asymétrie sphérique, on n'est pas en train de faire... Schwarzschild. Ok. Ce que j'allais dire, la dérivée par rapport au temps, normalement, ça ne fait pas 0. Ah, on n'est pas encore là. On n'est pas encore dans un espace statique. Non, là, on est complètement général. Ouais, on est général. Ok. Donc, on obtient ça pour RTT, qui est le plus compliqué. Après, on a RTR qui vaut 1 sur R d rond T de GRR. Alors, peut-être vous vous demandez, mais d'où ils viennent les logs, etc. Mais en fait, c'est que la dérivée d'un log, c'est la dérivée de la chose divisée par la chose. D'où vient le divisé? C'est que, vous vous rappelez, dans les facteurs gamma, il y a la matrice inverse. Donc, tout ça, bref, il faut le faire. C'est un peu pénible, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Et on obtient des trucs comme ça. Donc, on obtient RTT, RTR, on obtient RRR, qui est un truc un peu du même genre que ça, avec des termes un peu partout. Je vais mettre même genre que RTT. Vous avez Rθθ qui vaut 1 plus, encore une fois, peu importe, hein, je le mets pour que vous l'ayez vu une fois, dr log de GRR sur GTT moins 1, et puis R phi égale sin carré θ fois la même chose. Bref,
ça se calcule, ok, et là j'ai dit c'est un truc du même genre que RTT. En fait, quand on les a sous les yeux et qu'on les regarde un peu intensément, on voit que on a RR moins GRR sur GTT, RTT, qui vaut 1 sur R D rond R de GTT GRR. On obtient, voilà, donc c'est GRR est relié à RTT, ça, je vous dis c'est un truc du même genre, et en particulier si on fait cette combinaison-là, on obtient ça. Il y a tout, enfin, si vous faites lui, donc moins GRR sur GRTT fois lui, ou si vous voulez, si vous faites GTT fois lui, moins GRR fois lui, il y a tout qui se simplifie sauf un terme et il reste ça. Bref, voilà ce qu'on obtient. Et donc maintenant on dit OK, on est dans le vide, et donc tous les R menus sont nuls. Donc en particulier, RRR vaut 0, RTT vaut 0, donc tout ça fait 0 par exemple. Si tout ça fait 0, ça veut dire que D sur DR de ce machin-là, c'est 0. Ça veut dire que ce machin-là ne dépend pas de R. Déjà. En fait, voilà, par exemple. Hein, sauf que... Oui. Oui, c'est ça. Vous dites aussi... oui. Vous dites aussi que ça égale 0, par exemple. Ils sont tous nuls. C'est quand même facile, on est dans le vide. Mais comprenez bien que si on ne fait pas des hypothèses un peu drastiques, de symétrie, etc., on n'arrive à rien à résoudre. Hein. Donc, en tout cas, dans le vide à symétrie sphérique, voilà ce qu'on a. Et vous voyez que ça fait 0. Donc, GRR, donc ça veut dire que la dérivée temporelle de GRR vaut 0. Donc, GRR ne dépend pas du temps. Donc, en fait, ça ne dépend pas du temps. Hop! Génial! Et du coup, lui non plus, il ne dépend pas du temps, puisqu'en fait, comment on l'obtient qu'il ne dépend pas du temps? Bref, vous voyez le genre de raisonnement qu'on fait. On s'aperçoit qu'il ne dépend pas du temps, on s'aperçoit que le produit des deux, en fait, est constant, ne dépend pas de R. Hein, ça, on le voit dès ici, ça ne dépend pas de R. En fait, on peut donc, moyennant un reparamétrage du temps t ici, ah oui, non. Oui. On voit que ce produit ne dépend pas de R, donc il ne dépend que du temps, et en reparamétrant le temps, on peut se débrouiller pour que ce truc-là, en fait, soit égal à 1. C'est-à-dire que, enfin, moins 1, puisqu'il y en a un qui est négatif, ils ne sont pas le même signe, on peut se débrouiller pour que GTT égale moins 1 sur GRR, par exemple. Juste en reparamétrant. Donc, vous voyez, de proche en proche, comme ça, en faisant des tas de petits raisonnements comme ça, on arrive rapidement, laborieusement, mais rapidement, à... je vous le fais pas, mais on arrive à GTT égale moins 1 moins RS sur R, où RS est une constante d'intégration. Et GRR égale moins 1 sur GTT, comme je vous l'ai annoncé. Voilà. Ça prend quelques lignes en plus. C'est pas très compliqué. En fait, vous voyez
Donc de ça, vous tirez que vous pouvez mettre GTT égale moins 1 sur GRR. Et maintenant, et de celui-là, en fait, si GTT égale moins 1 sur GRR, vous avez... Ouais, en fait, si vous dites que ça, c'est égal à 0, ça vous donne que 1 plus GTT plus R si GRR égale moins 1 sur GTT, vous voyez que ça fait moins GTT carré. Il y a la valeur absolue, donc ça fait GTT carré. La dérivée par rapport à R de GTT carré, ça fait 2 fois la dérivée par rapport à R de GTT. Et donc en fait, ça donne ça. Ça, là, du coup, très simplement, ça donne ça. OK? Je vais le réécrire là. R θ égale 0 implique 1 plus GTT plus R dr de GTT égale 0. Ça veut dire que 1 plus d sur dr de RGTT égale 0, n'est-ce pas? Hein, puisque dérivé par rapport à R de RGTT, c'est dérivé par rapport à R de R, c'est-à-dire 1 fois GTT, plus R, c'est Leibniz, R dérivé par rapport à R de GTT, égale 0. OK? Donc on a ça qui vaut 0, donc on a... Allez, je continue parce qu'on y est presque. Je continue en violet. Donc on a donc d sur dr de RGTT qui vaut moins 1. Et donc on a RGTT qui vaut R plus une constante. Oui? Plus une constante que je note RS, égale moins R, pardon, plus une constante que moins R. J'intègre juste ça par rapport à R, d'accord? Et donc j'ai GTT qui vaut moins 1 plus RS sur R. Vous voyez comment ça tombe? C'est ce que je vous avais annoncé ici. Oui, donc c'est bien ça. OK? Vous voyez, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas à faire appel à des idées physiques, il y a juste, on résout. C'est-à-dire, on implémente la symétrie sphérique, la voilà. On a des termes ici, OK, donc qui valent ce qu'ils valent. Ensuite, on dit, on se met dans le vide. Je regarde les solutions à symétrie sphérique dans le vide. Donc typiquement autour d'une étoile à symétrie sphérique, n'importe quoi. Ou dans le vide lui-même est à symétrie sphérique. D'accord? Donc, OK. Je me mets dans le vide et je suppose la symétrie sphérique. J'ai donc ça. Et j'ai ça et j'ai que tous les R mu sont nuls. Donc c'est simple. J'écris les R mu à partir de G. C'est une procédure un peu pénible, mais le tenseur de courbure s'écrit en fonction de la métrique. Donc, on écrit tous les termes, plaque, 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 et on dit qu'ils sont tous nuls. Donc, ça simplifie évidemment des choses. En particulier, comme je vous disais, ça vous montre tout de suite que ce truc-là est en fait indépendant de R. Donc, ça ne dépend que du temps. Et vous pouvez faire une modification de la variable temps pour absorber cette fonction du temps. Et puis, du coup, vous écrivez ça comme ça. Et puis, ensuite, vous revenez là. Et vous voyez que ça vous donne que, donc en une étape, là, ça,
implique ça, vous l'intégrez, il y a une constante d'intégration, ça pourrait être n'importe quoi, puisque l'équation d'Einstein vous contraint la dérivée, donc elle ne vous contraint pas la chose, donc ok, il y a une constante d'intégration, et ça vous donne que GTT vaut ça, et que GRR vaut 1 sur ça. Par conséquent, au bout du compte, vous avez, et vous voyez qu'il n'y a qu'une métrique possible. Dans ce cadre, vous avez G qui vaut, donc voilà, moins 1 moins RS sur R dt croix dt, plus 1 sur 1 moins RS sur R dr croix dr, plus R2 dθ croix dθ, plus R2 sin carré θ, dφ croix dφ. Voilà, et ceci s'appelle la métrique de Schwarzschild. Et vous voyez qu'il y a un paramètre ici, qui a la dimension d'une longueur, qui est n'importe quoi, qui peut être n'importe quoi. Okay. On l'a... Oui. RS, c'est pas le fameux rayon de Schwarzschild? Si. Cette constante d'intégration, on l'appelle rayon de Schwarzschild. Why not? Ceci est la métrique de Schwarzschild. Donc c'est juste un nombre. C'est un nombre. Monsieur? Oui. J'ai pas très bien compris. Est-ce qu'à un moment, on a fait l'hypothèse que comme l'espace-temps était statique? Non. Non, non, non. Bonne remarque. On a fait l'hypothèse que À aucun moment on a supposé que l'espace-temps était statique. Ce qu'on montre, c'est que... Ce qu'on a montré, enfin, si on l'avait fait proprement... On a juste absorbé le temps dans le dt... Voilà, c'est que nécessairement, si on est dans le vide à symétrie sphérique, c'est statique. Si on est dans le vide à symétrie sphérique, c'est forcément statique. Oui. Ce qui est fort. Et ça s'appelle le théorème de Birkhoff. 1923. Birkhoff. Un F ou deux F? Peut-être bien deux. Peut-être bien deux. Oui, j'en mettrais bien deux. Ouais, ouais. Ça a l'air mieux. Birkhoff. Donc, théorème de Birkhoff nous dit ça de façon très générale. On le voit dans le déroulé de ce raisonnement, de toute façon. Mais donc, voilà. Et, oui, enfin, ce que dit le théorème de Birkhoff, c'est qu'en fait, du coup, localement, il n'y en a pas d'autre que la métrique de Schwarzschild. Vous aviez une autre question? Mais du coup, si je considère un trou noir qui tourne, c'est pas asymétrie sphérique? Ah non. Ah non. Un trou noir qui tourne, un trou noir de Kerr, ah oui, c'est axisymétrique, mais ce n'est pas asymétrie sphérique. Il y a une direction privilégiée. Direction. Oui? Ici, si on est dans le vide, on considère qu'il n'y a juste pas d'objet. Oui. Il y a, en fait, quand on dit on est dans le vide, on dit T menu égale 0. Il n'y a pas d'énergie, on est dans le vide, il n'y a rien. Il n'y a pas de champ de matière, il n'y a pas d'énergie, ni de moment, enfin, il n'y a pas de flux d'énergie nulle part, on est dans le vide. Et du coup, ouais. J'ai l'impression que là, ça décrit ce qui se passe pour un trou noir. Il y a quelque chose. Alors, ça décrit ce qui se passe dans n'importe quelle situation asymétrie sphérique dans le vide. Par exemple, si vous avez une étoile ou une planète, ça décrit l'espace-temps en dehors de la planète. Si maintenant vous dites, tiens, je mets une masse infinie en un point quelque part, ok, ceci est la métrique
correspondante. En fait, ceci est la métrique. Pardon de me répéter, mais ceci est la seule métrique possible dans le vide à symétrie sphérique. C'est extraordinaire quand même. Donc, et alors regardons, peut-être on va faire une pause si vous voulez. Parce que, et on reprend après il faut qu'on commente un peu cette métrique et qu'on voit tout un tas de conséquences. Il y en a beaucoup. Je propose de faire une pause super courte. Vraiment super courte. Et on commente. Je vais la réécrire mieux pendant ce temps-là. Allez, pause.